Pierre, voilà, pour cette invitation à partager avec vous ce soir quelques-unes de nos réflexions. On a proposé des thématiques qu'on va vous expliquer un petit peu, mais avant ça, on va se présenter pour savoir ce que vous avez à faire. Donc moi, je suis Valérie Croissant et aussi Isabelle Ard. Nous sommes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication. C'est une discipline qui est un peu moins connue que les autres disciplines classiques à l'université. Et donc nous sommes responsables de formation aussi à l'université Lyon 2. Donc on dirige des masters, des formations dans le domaine des médias et de l'information. Et on est chercheuse, on exerce notre activité, donc notre statut c'est enseignante et chercheuse, on a deux statuts. Donc on a une charge de cours à l'université et on fait un travail aussi de recherche dans un laboratoire de recherche. Le laboratoire, vous l'avez ici, vous ne le voyez pas, il est caché. Le laboratoire il s'appelle l'ELICO, c'est l'équipe de recherche en information et communication de Lyon, qui regroupe tous les chercheurs en information et communication de plusieurs établissements à Lyon, l'Université Lyon 1, l'Université Lyon 2, l'Université Lyon 3, Sciences Po, Lyon, et puis l'ENSI, qui est l'École nationale des bibliothèques. Et donc, tous ces chercheurs mènent des travaux de recherche collectivement dans le cadre de ce laboratoire. Voilà, donc évidemment, vu qu'on est en sciences de l'information et de la communication, on s'intéresse particulièrement aux questions qui touchent aux médias et à l'information. C'est pour ça qu'on a voulu vous proposer ce soir de partager quelques-unes de nos réflexions sur la question de la désinformation, ô combien d'actualité. Alors on va vous demander d'être un peu indulgent avec nous parce qu'on a dû condenser un petit peu beaucoup de choses et de cours et de travaux de recherche, etc. dans un format assez dense pour ce soir. Donc ça ne va pas être quelque chose de très clair, vous allez voir ça peut fouiller, on ouvre des pistes et des réflexions. L'objectif étant, on va causer à peu près 1 heure, l'objectif étant ensuite d'avoir un temps d'échange avec vous, de discussion, voilà, et puis de pouvoir discuter autour de certaines questions, pour une fois, qui sont plutôt d'actualité. Voilà, donc on s'est partagé un petit peu la prise de parole en plusieurs temps. On a essayé un petit peu d'illustrer. Vous allez voir, on va parler de choses très anciennes, on va parler aussi des questions du numérique aujourd'hui, histoire d'essayer de balayer un petit peu le champ de la question de la désinformation. Et on va passer 1 heure ensemble, puis ensuite on pourra en discuter. Je laisse la parole à ma collègue Isabelle Ard, qui va la parole. Merci Valérie, parce que j'ai eu l'occasion de vous saluer. Alors, comme vous l'a expliqué Valérie, on va essayer non pas de balayer les siècles de l'information et de communication, mais essayer de voir en gros les mouvements basculent, parce que ça renvoie un peu à ce que je vais vous dire après. On parle beaucoup en ce moment, depuis une petite dizaine d'années, de fake news, d'un Fox. Auparavant, on a utilisé d'autres termes comme les hoax, qui étaient comme on retrouvait des formes de fausses informations pour le terrain informatique. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est à travers ce terme notamment de désinformation, de fake news, comment ça émerge dans nos sociétés et d'où ça émerge. Et ce qu'on va essayer de, en tout cas dans la partie, je vais essayer de vous montrer, c'est que cette question de la désinformation et de la fausse information, c'est pas, même si le terme de fake news est quand même relativement récent, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même quelque chose qui remonte à l'Antiquité. Et donc, si tu peux y aller. Juste dire, c'est-à-dire les 4 points qu'on va aborder avec vous quand même, on propose une sorte de plan. On va avoir une petite partie introductive qui va être un peu sur l'histoire, pour montrer que finalement, effectivement, c'est un mot récent fake news, mais c'est un très très vieux problème qui a toujours existé dans nos sociétés, même si aujourd'hui on montre un petit peu, on le met au centre de tout. Donc l'idée, c'est aussi de voir l'antériorité de la question. C'est aussi dans le point suivant de voir, certes, c'est un vieux problème, mais malgré tout, avec la question du numérique, il a pris d'autres dimensions. Donc certes, c'est un problème qui aujourd'hui se pose différemment de ce qu'il a pu se poser dans des époques antérieures. Et ensuite, sur la deuxième partie, on a voulu essayer d'être un peu plus positive, essayer de montrer en fait quelles sont les initiatives aujourd'hui qui sont prises par différents acteurs dans la société qui permettent de lutter contre la désinformation. Donc là, l'idée, c'est de passer en revue quelques-unes des initiatives au niveau national et international portées par différents acteurs de la société qui essaient de lutter contre la désinformation. C'est un petit peu le programme qu'on propose. Donc, je
je reviens, voilà, ça renvoie un petit peu à ce que vous disiez Valérie, c'est que oui, on va manger un peu le dossier. Les questions qu'on va se poser à travers les 4 étapes que Valérie a évoquées, c'est déjà d'essayer de comprendre où est le problème. Pourquoi est-ce que ces termes-là émergent? Alors, indépendamment du contexte, avec effectivement la génération d'usage des médias numériques et des plateformes de réseaux sociaux, d'où vient le problème? Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème récent? Est-ce que c'est dû à certains épisodes politiques de ces 20 ou 30 dernières années? Donc on va essayer par petites touches de vous montrer que il y a un problème, plusieurs problèmes qui émergent de plusieurs causes à l'origine. Alors, les fake news, est-ce que c'est le mal de notre siècle? Donc, j'ai écrit oui et non. Alors, du XXIe siècle, oui, peut-être, en tout cas sur cette terminologie-là, parce qu'effectivement, comme expliquera Valérie après, le développement d'abord d'Internet, puis du web, et ensuite des médias numériques et des réseaux sociaux, a démultiplié la question de la production d'informations, des producteurs d'informations et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire des questions éthiques et ontologiques de qui produit l'information, comment elle est produite, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment est-ce qu'on la republicie cette information. C'était plus simple de réguler l'information, par exemple, au XIXe siècle, quand on avait à contrôler, entre guillemets, que les médias écrits. Dès l'instant où on va, dans le XXe siècle, avoir des médias audiovisuels qui aussi sont producteurs d'informations à côté des médias écrits, je ne parle même pas des États et des acteurs politiques, pour le coup ça devient un peu plus compliqué. Donc est-ce que c'est le mal du XXIe siècle? Oui, de ce début du XXe siècle, mais pas seulement. C'est aussi cette question de la désinformation, de la fausse information, de la fausse nouvelle, quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans nos sociétés. Pour lutter contre cette propagation du phénomène de fake news, d'infox, d'intox, de désinformation plus largement, les États sont obligés de se prémunir, en tout cas de se défendre, de mettre en place un certain nombre de barrières, d'outils de régulation qui vont permettre, alors non pas d'empêcher la propagation de fausses informations, mais en tout cas d'essayer de réguler certains organes producteurs de ces informations, en tout cas d'essayer de les comprendre, de comprendre leur fonctionnement. C'est aussi à ça que l'État s'attelle, et notamment, je parle de paroisse rapidement, il y a un certain nombre de financements d'État qui sont dédiés à des recherches sur cette question-là. Je crois que les fois précédentes, vous aviez une intervention sur l'intelligence artificielle, et aussi en ce moment beaucoup de financements étatiques, en France, dans tous les pays européens, pour justement aider à comprendre ce phénomène-là, à mieux l'appréhender et pas se cacher les yeux face à l'intelligence artificielle et entre guillemets aux dégâts que ça peut avoir dans l'environnement de l'éducation, à l'université, parce que c'est vrai qu'on se parle du conflit aussi, c'est assez problématique. Bref, tout ça pour dire que la lutte contre la désinformation, c'est quelque chose qui est devenu une des priorités, des ambitions des États, en tout cas au moins des États occidentaux. Les autres États, j'en parlerai après, des États notamment plus autonomes. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. On a des consultations publiques, des assises, il y a les assises générales de l'information, des états généraux de l'information, dont on parlera tout à l'heure. Sont mises en place aussi beaucoup de consultations, d'échanges entre les professionnels de l'information et le public. Parce que c'est instauré depuis, face à ce phénomène de la désinformation, une véritable crise de confiance. Alors cette crise de confiance, elle n'est pas non plus du terme fake news et du XXIe siècle. Elle était déjà présente avant, suite à un certain nombre de scandales médiatiques qui ont émergé dès le XIXe siècle, j'en reparlerai. Mais cette question de la confiance avec les publics vis-à-vis des médias, elle est très prégnante, elle est d'autant plus prégnante avec la propagation des fake news, des fausses informations en français. Et on retrouve souvent dans les discours qui sont présents sur la place publique
qui questionnent cette désinformation, cette propagation de fake news, on retrouve souvent des oppositions idéologiques très fortes entre, d'un côté, une perspective libérale qui est celle de la liberté d'expression, de laisser circuler l'information, puisque la libre circulation de l'information, ça renvoie à la liberté d'expression, un principe constitutif, mais il y a aussi cette question de est-ce que, au nom de la liberté d'expression, on peut tout publier, on peut tout reproduire, et est-ce qu'on peut laisser tout circuler? Donc c'est pour ça qu'on a aussi des oppositions assez fortes, alors entre acteurs professionnels des médias et aussi entre acteurs politiques et acteurs médiatiques, sur la nécessité, à un moment donné, de réguler l'information. Et c'est cette question qui se pose aussi, on en parle beaucoup en ce moment, avec les acteurs du numérique, avec Facebook, Instagram, TikTok et d'autres, où on a deux philosophies de l'information qui s'affrontent. D'un côté, une vision très libérale de la libre circulation de l'information, et de l'autre, la volonté, malgré tout, de réguler cette circulation-là. Sur la question de la confiance, pour vous montrer que c'est une problématique, une thématique qui interroge à la fois les gouvernements successifs en France, mais en Europe aussi plus largement, et aussi qui préoccupe les médias. Il faut savoir que, vous savez peut-être que chaque année, le journal La Croix édite un baromètre qui chaque année depuis 1987, depuis 38 ans. La Croix donc noue un partenariat avec un organisme de sondage et donc pour essayer d'enquêter sur la confiance des Français dans les médias. Et les résultats traduisent cette année une inquiétude très forte, j'en ai parlé il y a 5 minutes, quant à la place de l'intelligence artificielle dans la production d'informations. Donc quand je parle de production d'informations, ça peut être du texte, mais ça peut être aussi de l'audiovisuel et aussi de l'image. Qui réaffirme donc l'attachement des gens à des modèles informationnels qui sont traditionnels, comme par exemple le journal télévisé en direct. Pourquoi? Parce que c'est palpable, parce que c'est du direct, parce que pour le coup on se dit que potentiellement l'IA va intervenir dans la production informationnelle de ce type de format médiatique. 76% des personnes interrogées disent continuer de s'intéresser à l'information médiatique, malgré une certaine fatigue, malgré cette crise un peu de confiance, cette inquiétude vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Malgré tout, la confiance qui est donnée aux médias, alors les médias pour le coup, Valérie précisera peut-être, derrière le terme de médias, ça touche aussi bien les médias entre guillemets traditionnels et classiques, c'est-à-dire audiovisuels, presse écrite, que potentiellement les médias numériques et les médias de plateforme, c'est-à-dire Twitter, X, Instagram, TikTok, Twitch, ce genre de médias. Donc forcément, derrière ce terme un peu générique, ce mot valise un peu de médias, on a des logiques et des dispositifs médiatiques qui sont très différents. Donc, ce qui peut expliquer que 62% des personnes interrogées par la Croix et par l'Institut de sondage considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ce qui, en gros, la confiance dans les médias en général s'érode de plus en plus, puisqu'on avait 8 points de vente en 2022, c'est-à-dire qu'on avait à peu près, on avait 54% de personnes qui défiantes. Voilà, donc la défiance augmente. Donc, maintenant, pour ce qui est je vais revenir sur cette question des fausses informations, la désinformation. Est-ce que, je vous ai parlé de fake news, le terme de fake news, j'y reviendrai après, émerge véritablement dans notre espace occidental, on va dire, à partir de 2016, j'y reviendrai après. Donc en tout cas, il émerge, il se redéveloppe énormément depuis cette période-là. Donc c'est assez nouveau, ça fait un peu moins de 10 ans. Mais la question, c'est, on a effectivement des nouveaux mots aujourd'hui, une nouvelle terminologie pour qualifier les fausses informations, mais est-ce que c'est un point nouveau? Je vous ai déjà partiellement donné quelques éléments de réponse.
si on essaie d'aller du côté un peu des définitions, le terme de fake news, donc si on se réfère au Codex Dictionary, la fake news, le fake news, c'est une information fausse, souvent sensationnelle ou sensationnaliste, diffusée sous le couvert de reportage. Donc déjà dans cette définition, au-delà de la véracité de l'information, on met en avant le côté sensationnel, le scoop. En gros, la question de produire une information vraie ou fausse pour le scoop, ça aussi c'est pas quelque chose de nouveau. Dans le langage courant, les fake news, ce sont des fausses informations diffusées par des acteurs sociaux afin de tromper le public. Vous voyez, on a déjà un niveau un peu différent. Et la traduction en français littéral de fake news, donc c'est fausses nouvelles. Mais si on essaie de trouver un vocable français pour traduire exactement le terme anglais fake news, on irait plutôt du côté de ce néologisme qui est la fausse. On va retrouver aussi, j'en parlais tout à l'heure, dans le champ sémantique, on va dire des fake news, des fausses informations, le terme de désinformation, les rumeurs, les hoax, je vous en parlais tout à l'heure, les intox. Il y a toute une panoplie terminologique qui entoure cette question de la mauvaise information, la fausse information et la désinformation. Donc ça évolue en fonction des époques. Un de nos collègues, Pascal Froissart, en 2022 a publié un article, il a fait une étude du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui sur, on a des outils maintenant qui nous permettent de faire ça, sur l'évolution de l'usage du terme, par exemple, fake news. Et on verra tout à l'heure, on montrera un graphique, c'est assez intéressant. Donc on va retrouver autour du terme de fake news donc les notions de fausse information et de désinformation. Et ces trois termes-là, ils sont à la croisée de plusieurs héritages. Dans tous les cas, autour de ce champ sémantique-là, on a la notion de vérité. Une information est fausse par rapport à une information vraie. Cet après-midi, je suis un cours de sémiologie avec des étudiants et sémiologie de la communication, et je leur ai expliqué qu'en fait, en sémiologie, on fonctionne toujours sur des oppositions binaires. Si c'est blanc, le blanc se définit par rapport au noir et inversement. Là, c'est la même chose. La fausse information ne va pouvoir être considérée comme fausse que s'il existe une information vraie. Donc on est dans cette espèce de curseur quand on parle de désinformation, quand on parle d'infox, d'intox, de fausses nouvelles, ce qui est au cœur, ce qui est le curseur de cela, du vrai et du faux, c'est la notion de vérité. Et cette notion de vérité, elle est questionnée de manière très transdisciplinaire et transhistorique en quelque sorte. C'est-à-dire que la notion de vérité, on peut l'attraper par l'éthique de l'information, où on va s'interroger sur le statut de la vérité, par exemple, dans certaines disciplines. Par exemple, j'ai fait un cours d'éthique et de philosophie de l'information et de la communication, et je choquais beaucoup mes étudiants en leur disant que quand on fait le calcul de 2 plus quand on fait le calcul de 2 plus 2 égale 4, c'est pas une réalité, c'est une vérité. C'est-à-dire que culturellement parlant, on a dit que 2 plus 2 égale 4. On aurait pu admettre, culturellement parlant, que 2 plus 2 égale ça. Donc, tout ça pour dire que la notion de vérité, elle est prise, on la travaille en éthique et l'information, philosophie de la communication, le micro. En fait, ça passe
On va essayer d'être un peu plus concise et parler fort. Alors, donc, cette question du vrai qu'il faut n'est pas nouvelle, mais elle est posée différemment selon la vérité, elle est posée différemment selon les époques et à chaque évolution technologique, on va re-questionner cette idée de vérité. Donc, pour faire plaisir. La notion de vérité, je vous dis, le fait de questionner la notion de vérité, c'est pas nouveau, puisqu'on le rencontre déjà au 4e et 5e siècle avant notre ère, avec notamment des philosophes de l'Antiquité, puis Platon considérait déjà que les gardiens de la vérité étaient des philosophes, et seuls eux avaient le droit de dire la vérité ou de ne pas dire la vérité. C'est comme ça qu'ils avaient établi les philosophes antiques sous la modèle de Platon, si je peux dire ça comme ça, ce qu'on appelait une théorie du noble mensonge, c'est-à-dire de la possibilité et même l'obligation de mentir au nom d'un intérêt collectif. Donc déjà, cette notion de la fausse information, elle était présente. On avait le curseur vérité. Et la fausse information, quand elle était admise, elle était faite pour le bien public et elle ne pouvait être commise, cette fausse information, que par une élite qui était celle des philosophes. Et donc, en gros, cette question-là, cette question de la vérité, elle était déjà présente dans les discussions des philosophes. Et à l'époque, les philosophes, pour faire très court, disaient leurs leçons à l'oral, il n'y avait pas d'écrit, notamment à l'époque de Platon, les écrits commençaient à arriver progressivement, et Platon et tous les autres philosophes, pour la plupart en tout cas à sa suite, se méfiaient beaucoup de l'écrit. Ils considéraient ça comme un pharmacone, comme un poison. Pourquoi? Parce que l'écrit c'était transportable, transposable, donc ça renvoie déjà à l'idée de la fausse information par les médias. Le détenteur de la vérité, qui était le philosophe, une fois que ces leçons étaient écrites, elle ne les maîtrisait plus, outre les informations. Donc ça posait énormément de questions. Cette question de la vérité, ce curseur de la vérité, ce maître étalon de l'information, on le retrouve, si on ne peut pas dans le temps, au moment de la Renaissance italienne, au XIXe siècle, avec un personnage qui a fait de la désinformation un art politique. Il s'agit de Nicolas Machiavel, ministre théoricien politique, théoricien de la guerre. Il est extrêmement important, ça a été le livre de chevet de faire court du terme de Mussolini et aujourd'hui de Poutine, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il parle pas que. Mais pourquoi? Pour ça je vais réfléchir un peu. Pourquoi? Parce qu'il part du principe, comme Platon au final, que la désinformation, la fausse nouvelle, dans certains cas, peut être nécessaire pour bien gouverner. Le peuple, je développe cette théorie, le peuple n'a pas la capacité d'entendre toutes les vérités, autant lui mentir comme ça, on peut les manipuler, l'amener là où on veut. Donc il y a en fait une forme d'éthique de l'information comme élément, ou d'éthique du mensonge, si vous voulez, de la fausse information comme étant un instrument de gouvernance comme un autre. Donc la stratégie politique et la stratégie informationnelle se rapprochent encore un peu plus que ce qu'on a vu auparavant. J'ai cité cette slide qui est un peu provocatrice à dessin. Je vous ai parlé de Platon, je vous ai parlé de Machiavel, je vous ai parlé de quelques-uns des dictateurs, des personnes militaires, politiquement parlant. Mais au final, quand on traverse un peu de société, en affaires publiques, même une grande démocratie, à un moment donné, on produit de fausses nouvelles, des infox, la désinformation. C'est pour ça que je disais, les votes tous menteurs. La désinformation, en fait, c'est un outil politique qui est intemporel. J'ai vu que sur la table, là-bas, il y avait des ouvrages de mon collègue François-Bernard Huyghe, qui a travaillé sur ces questions-là aussi. La désinformation, c'est un instrument de propagande comme un autre. On voit différentes guerres que l'on connaît au XXe siècle. Les plus grands menteurs, si je peux dire un peu connu, ce sont les États et leurs gouvernants. On a des exemples à l'appel de l'Antiquité où avait été montée une fausse information autour de la fausse donation d'un corps spontané à l'Église catholique, donc ça a apporté un tas de conséquences, je ne développe pas. Les plus contemporains, l'affaire du Rainbow Warrior et la commission de Chalarine des années 80, là aussi c'est un mensonge d'État absolument monumental, relayé par les médias.
L'affaire du mensonge, de l'information, du mensonge de Tony Blair à la Premier ministre de la Grande-Bretagne sur les armes de destruction massive en Irak, avec une étude qui a été faite sur place, une étude qui avait été truquée, donc on avait caché la vérité, parce que finalement, il n'y avait pas véritablement d'armes de destruction massive, il y avait des propos d'armes, mais pas de destruction massive, et donc le rapport demandé par Tony Blair de ces avait volontairement produit des fausses informations pour justifier l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne aux côtés des États-Unis. Cette question du mensonge, des stratégies de désinformation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La question pour rapporter tout ça aussi à ce que je viens de dire, c'est quid des médias latents, la mise en scène de l'information, du réel. Est-ce que les médias là-dedans, cette question de la désinformation, de la fausse nouvelle, est-ce qu'ils sont complices ou confondeurs du mensonge? Les deux. Ça veut dire que ça dépend des périodes et des médias, bien sûr. Des périodes. Parce que là-dessus aussi, il y a certains médias qui se sont dressés en profondeur de la vérité et qui atteignent une certaine réalité. C'est inversé. Donc quand les médias prennent part au mensonge politico-financier, ça donne des scandales inconnus, en tout cas sur le monde du XIXe siècle. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas quelque chose de récent, cette question de désinformation. Ce qui est récent, en tout cas, c'est l'ampleur qu'elle a prise. Mais quand on a le scandale du canal de Panama en 1889, où l'État et les médias sont complices pour vendre des participations de la population à ces emprunts, il y a de la corruption qui se met en place, et c'est une catastrophe parce que le canal, l'architecte Fernand Dessès, qui participe à la construction du canal de Panama, va par sa mauvaise gestion et par la stratégie frauduleuse de l'État et des médias, va ruiner plusieurs milliers de foyers qui avaient souscrit cet emprunt public. La même chose avec les emprunts russes, je ne développe pas plus. En gros, il y a une collusion, dans certains moments, très forte en matière de production de fausses informations, de fausses nouvelles, dans une période un peu particulière, comme celle-ci, notamment au XIXe siècle. La presse et les politiques vont s'allier pour produire la fausse information, les politiques ont bien compris que les médias, et puis déjà à cette époque-là, sont un instrument de propagande et de communication extrêmement puissant. De l'autre côté, on a les médias, on a la presse aussi qui va se faire profondeur du mensonge, donc chevalier plutôt de la vérité. Donc c'est le cas, par exemple, quand la presse va mettre à jour certains médias dans des scandales d'État au nom de la vérité démocratique. C'est le cas du Watergate, l'affaire du Watergate en 1972, sous la présidence de Nixon, où ce sont deux journalistes de Washington Post qui vont soulever le lièvre d'un certain nombre de malversations et de mensonges et de vérités cachées, d'espionnage réalisé par Nixon et son entourage. Donc ça montre que les médias sont ni tout blanc ni tout noir dans cette question de la désinformation, la fausse nouvelle. Ils ont tour à tour été cité les producteurs volontaires, au moins les relayeurs de fausses informations. Et dans d'autres cas, ils ont su aussi mettre à profit la déontologie journalistique pour se faire le profondeur des fausses informations. Si on regarde maintenant l'usage du terme fake news. Alors, dans le monde anglophone, cette association entre le fake et le news, le faux et la nouvelle, ça date du XVIIIe siècle. Dans l'absolu, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je dis qu'il faut signifier les faux. En revanche, on observe des variations temporelles très fortes, c'est-à-dire que même si c'est présent dès le XVIIIe siècle, notamment dans le vocabulaire politique, dans le vocabulaire de la presse, il n'y a pas beaucoup de choses avant le XXe siècle. On retrouve un usage plus régulier, c'est Pascal Froissart, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait cette étude, entre 1910 et 1950. Probablement dû aux différentes crises qui ont traversé l'Europe et l'Occident plus largement, avec les deux guerres mondiales, la crise de 29 également. Donc on retrouve ça dans des moments de tension. Et enfin, donc, comme maintenant, une phase exponentielle et sans fin depuis les années 2000. Et une généralisation de l'usage de ce terme à partir de 2016 et d'un truc de Donald Trump. On avait une vidéo ici où il a montré la première fois que Donald Trump utilise ce
thème de fake news dans les médias dès son élection, en fait, et ce qui va populariser finalement l'usage de ce terme. C'est juste une question de changement. Bon, je pense qu'on va... oui, et donc, dans le conservatoire, c'est la CDP pour l'instant, voilà un exemple de la recherche qu'a faite Pascal Froissart sur la fréquence d'apparition du syntagme de fake news dans les cycles anglophones entre 1800 et 2000. On voit très bien que déjà en 1800, alors un petit peu avant 1800, il y a des premières oscillations. On les retrouve dans les années 1860-1880, qui vont être des périodes un peu plus compliquées aussi bien aux États-Unis qu'en France, avec notamment en France et en Grande-Bretagne, on va parler surtout avec la France de l'ère 1870. Et on voit des oscillations beaucoup plus dans les périodes de guerre mondiale. En France, donc, on utilise les fake news sans traduire. On va parler aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de fausses informations, de fausses nouvelles. Dans les deux cas, on retrouve cette opposition entre l'information vraie, d'un côté, et la vraie nouvelle et l'information fausse. Encore une fois, on retrouve cette notion de fausse entre les deux. Comme le dit mon collègue Pascal Froissart, cette notion de la fausse nouvelle, c'est un peu devenu aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parlait de normalisation, de régulation de l'information, un épouvantail de la norme informationnelle. C'est-à-dire que sous la fausse nouvelle, la fake news, c'est devenu la menace première en termes d'information, de l'expression d'information. Donc on doit mettre en place des outils pour lutter contre ceci. Cependant, les outils mis en place pour lutter contre la fausse nouvelle, là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a par exemple, au moment de la publication de la loi de 1880 sur la liberté de la presse écrite, qui existe, qui est toujours là, cette loi-là, on avait déjà le délit de fausse nouvelle. Alors en fait, le délit de fausse nouvelle, il existe lorsqu'un média volontairement publie une fausse nouvelle, pas lorsqu'il est victime des informations. En France, donc, on va retrouver l'évolution parallèle des fake news et fausses nouvelles. On remarque que c'est à peu près les mêmes périodicités. Là aussi, ça remonte à 1800 à la question d'utilisation en France de la publicité de fausses nouvelles. Là aussi, donc, on retrouve des variations temporelles en trois phases, pourquoi d'apparition à 19e siècle, et puis des périodes avec le moment de la vie conflictuelle, et donc une phase exponentielle, une terme de fausses nouvelles, et sans fin depuis les années 2000 exactement, donc une terme de fake news. Donc ce syntagme de fake news, il est intéressant parce qu'il est accompagné aussi de son synonyme. On a des évolutions assez similaires et on constate ces mêmes oscillations. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de fausses nouvelles, on a aussi tout le champ lexical qui va autour, le champ sémantique et lexical, avec les notions de, quand on parle de fausses nouvelles, on a aussi des notions de propagande qui remontent, les rumeurs, les infox, les intox, les canulars, les légendes, donc tous ces éléments-là tournent autour de cette idée de toujours les précurseurs de la vérité. Voilà, juste rajouter que, oui, Isabelle nous a montré comment le concept de vérité est porté à travers ces périodes historiques autour de en rapport avec l'information, et on qualifie d'ailleurs l'Ayrton de fausse vérité, comme si on était passé sur une période où on avait changé dans nos référents quant à l'établissement de la vérité. Donc c'est essayer de voir quel est ce moment de bascule. Donc ce moment de bascule, que je vais essayer de vous montrer moi, c'est aussi le développement du numérique. Isabelle essaie de vous montrer comment certains phénomènes, mais aussi la terminologie est ancienne et repose sur des phénomènes en rapport à la vérité philosophique depuis l'Antiquité. Malgré tout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. Que depuis le développement des médias numériques, il y a quand même des choses qui ont changé, qu'on n'appréhende pas tout à fait de la même manière et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une période assez particulière. Donc un vieux problème, certes, mais qui connaît malgré tout une nouvelle dimension depuis l'avènement des médias numériques. Donc même si la question des médias et de l'information
la discussion, le débat d'opinion, les oppositions, les controverses ont toujours fait partie du décor. Donc, ça, c'est pas nouveau. Simplement, la question est exacerbée depuis une vingtaine d'années, en tout cas, depuis le développement numérique. Donc l'idée ici, c'est d'appréhender quelques points que j'ai listés sur lesquels je vais revenir, de qu'est-ce qui change pour l'information quand on est en contexte numérique. Qu'est-ce qui est différent dans notre rapport à l'information depuis le développement des médias numériques. Alors, je citais un certain nombre de choses. Le premier, c'est ce qu'on appelle la remise en question des gatekeepers, excusez-moi pour l'anglicisme, c'est le mot qu'on utilise dans les études, ce qu'on appelle les médiateurs. On est dans une société où on remet en question tous les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont les gens qui vont trier. Un journaliste est un gatekeeper. Un journaliste est une personne qui décide chaque jour ce dont il est important de parler. Le travail d'une rédaction journalistique, c'est de dire aujourd'hui on décide qu'il est important de parler de ça, Donc il trie l'information qui ensuite va nous parvenir. Les éditeurs sont des gatekeepers. Ils décident de ce qu'ils vont éditer. Les éditeurs de livres, les éditeurs de musique. Ce sont tous les gens qui font un tri pour ensuite donner à voir, à lire, à entendre auprès du grand public. Donc le numérique a en quelque sorte court-circuité tous ces intermédiaires et pour donner l'impression à chacun d'entre nous qu'on accédait directement aux choses. Donc on a dit avec Internet, il nous donne le média et le journaliste parce qu'on peut accéder directement aux sources, on peut accéder directement aux événements, on peut aller directement à ce qui se passe. Donc cette impression finalement qu'on va pouvoir accéder directement aux choses et du coup on va mettre la suspicion sur ces intermédiaires. Donc c'est vrai pour les enseignants, nous sommes des médiateurs. Et donc là aussi, on va se dire, plus besoin d'enseignants avec Internet. On a accès à la connaissance directement. Donc le web en particulier, quand je dis Internet et surtout le web, va donner cette impression que tout est accessible directement et qu'on n'a pas plus besoin des médiateurs. Donc ça, c'est un premier phénomène lié au développement du web qui va remettre en question, par exemple, le rôle des journalistes. Et on va dire, aujourd'hui, plus de médias, chacun peut communiquer directement. Ce que vont faire, par exemple, les personnalités politiques. Disant, mais moi, je parle plus aux médias, je peux, grâce à mon compte Twitter, avec qui je parle, je peux m'exprimer directement auprès de la population. Je n'ai plus besoin que le journaliste me pose des questions, qui m'embête sur certaines questions. Je peux dire directement ce que je veux à la population. Donc ça, c'est le premier élément qui est assez caractéristique à la remise en question des intermédiaires avec le développement. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'égalité technique des individus dans la discussion, la fameuse horizontalité du web. Tout le monde peut s'exprimer de la même manière. Toutes les paroles se valent sur Internet. Alors l'égalité technique, c'est simplement la structure du réseau Internet. Le réseau Internet donne accès à tout le monde, finalement, de la même manière sur le réseau. Si vous êtes bien connecté. Donc cette idée qu'il y a une horizontalité, et du coup, toutes les valeurs sont en quelque sorte aplanies, et donc y compris les hiérarchies. Donc cette idée que tout le monde peut s'exprimer de la même manière, dire ce qu'il pense, au même titre que je suis un individu ou un média, c'est la même chose finalement. Donc c'est ce qu'on appelle cet écrasement finalement des hiérarchies. Sur les réseaux sociaux et sur le numérique, les modes d'expression et de discussion politique entrés dans le tissu des relations. Ça, vous comprenez très bien, c'est-à-dire que maintenant, les gens s'expriment à travers leurs réseaux relationnels. Les réseaux sociaux, comme ils se nomment, font qu'on va parler à des gens à travers nos réseaux relationnels. On va partager des choses à travers nos réseaux relationnels. Donc la relation, les individus deviennent prépondérants par rapport aux institutions, par exemple. Auparavant, il y a l'école, il y a les médias, il y a un certain nombre d'institutions qui sont des référents dans la société pour moi, auxquels je vais accorder de la confiance, parce que je sais qu'ils occupent une place dans la société. Avec le développement des réseaux sociaux, je vais accorder plus de crédit aux personnes que je connais, avec lesquelles je suis en relation, plutôt qu'aux institutions qui ont construit une forme d'autorité historique. Donc ça aussi, c'est le fait que les réseaux sociaux bâtissent la circulation d'informations à partir des réseaux relationnels. C'est le fait que je sois lié à une personne qui est plus importante par rapport au statut de cette personne. Et c'est ça qui va faire que je fais confiance. Oui, je fais confiance parce que c'est ma chaîne qui me l'a transmis, je le connais, donc je fais confiance à ce qu'il me transmet. Et non pas au statut social, au statut qu'il occupe ou à sa compétence, au métier qu'il exerce. Donc c'est le point suivant, c'est-à-dire la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos manières de nous informer, dans nos manières d'accéder aux informations.
Ça, c'est vraiment prépondérant aujourd'hui. Il y a des études qui montrent que la majorité des gens aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, par exemple. Et donc les médias eux-mêmes, vous l'avez vu, aujourd'hui tous les médias classiques, le monde, la télévision, France Télévisions, utilisent les réseaux sociaux eux-mêmes pour divulguer leur information. C'est ça qui peut moins le faire autrement. Donc cette place des réseaux sociaux a une conséquence, c'est qu'elle intensifie, elle accélère les modes d'expression. Donc tout le monde se met à s'exprimer sur tout et n'importe quoi très rapidement. C'est une chose que d'écrire une lettre au courrier des lecteurs dans le journal, de prendre le temps d'écrire le courrier, de l'envoyer, que de poser un like ou de mettre un commentaire sur une publication. C'est pas du tout le même investissement, ça ne demande pas le même temps. Et du coup, les réseaux sociaux et le numérique vont accélérer la réactivité. C'est beaucoup plus facile de réagir, de dire à peu près tout et n'importe quoi, plutôt que sur les anciennes méthodes, de réfléchir, d'écrire, de prendre la parole dans un lieu public. C'est pas tout à fait le même investissement. Donc le fonctionnement des réseaux sociaux va rendre réactifs finalement les gens. Et on va avoir beaucoup plus de gens qui vont avoir l'impression de s'exprimer à travers des petites fonctionnalités que vous connaissez tous, qui sont le like, qui sont le commentaire, qui sont le com, qui sont toutes ces petites choses qui sont très faciles à réaliser et immédiates. On réfléchit beaucoup moins finalement en posant un like qu'en écrivant un courrier à un média ou en prenant la parole dans un espace public. Autre particularité aussi de cette information et du numérique, c'est la personnalisation de l'information. Vous le savez, à partir du moment où vous êtes sur des applications qui utilisent des algorithmes, cet algorithme va comprendre qui on est et ce qu'on aime, et va nous fournir des informations qui vont concorder en fait avec nos choix, nos intérêts, nos opinions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation de l'information et qui va aussi vers une accentuation, c'est-à-dire au plus vous allez regarder les contenus portant sur ce sujet, au plus on va vous montrer les contenus portant sur ce sujet. Donc là aussi, on a une exacerbation finalement de tout ce qu'on pense, de nos opinions, parce qu'on va on a parlé un temps, que vous avez entendu l'émission, des bulles de filtre. C'est-à-dire que quand on circule sur les réseaux sociaux, on est enfermé dans des bulles parce que l'algorithme essaie sans arrêt de nous proposer des choses dont il pense que nous allons aimer. Donc on est moins dans la dissonance, on est moins dans la confrontation avec des idées qui sont différentes. Et puis finalement, le dernier point sur lequel je reviendrai, la place des GAFAM. Alors les GAFAM, je ne sais pas si vous identifiez ce que c'est un mot un peu rapide, les GAFAM qu'on utilise pour désigner les grandes sociétés américaines. Donc les GAFAM, c'est Google, Amazon, Apple, et aujourd'hui on doit rajouter Microsoft, aujourd'hui on pourrait rajouter TikTok, Meta, etc. Donc c'est toutes ces sociétés et la place qu'elles prennent en fait dans notre rapport à toutes les formes de contenu, mais en particulier à l'information. Donc aujourd'hui, le numérique dessine finalement un paysage assez complexe, très réactif, conflictuel, avec des enjeux politiques, géopolitiques, économiques, mondiaux, puisqu'évidemment ces acteurs fonctionnent à des échelles qui ne sont pas des échelles nationales, mais qui sont des échelles internationales. Voilà, donc rapidement, pour conclure sur ce point-là, qu'est-ce que change finalement le numérique à l'exercice du journalisme? On a vu le contexte un peu ici. Tout simplement, il y a deux phénomènes principaux qui caractérisent le journalisme à l'ère numérique. Le premier, c'est l'accélération du rythme de l'information. Avec les réseaux, les journalistes se voient dans l'obligation de réactualiser en permanence leur information, de la produire très rapidement. Vous avez vous-même certainement pratiqué ce qu'on appelle les médias en continu. Donc on produit de l'information en continu. Et donc les journalistes sont eux-mêmes confrontés à des rythmes de travail qui sont infernaux. Ils doivent en permanence produire très rapidement et produire de l'information. On n'a plus le cadençage qu'on avait du 24 heures ou un journal quotidien, hebdomadaire, un journal quotidien télévisé. Sur les médias numériques, on est dans une production constante. Et donc ça dégrade quand même les conditions de travail des journalistes. Ils vont avoir beaucoup moins de temps, notamment pour vérifier l'information. Donc la vérification de l'information va devenir une activité qui est chronophage et qui prend parfois beaucoup trop de temps. Deuxième caractéristique, vont se développer d'autres formes de journalisme qu'on a qualifié d'agrégation, c'est-à-dire un certain nombre de médias qui ne vont plus produire de l'information, mais qui vont simplement prendre des informations qu'ils vont agréger pour faire un média. Donc économiquement, c'est très rentable, mais c'est ce qu'on appelle aussi un journalisme de reprise, c'est-à-dire que vous reprenez les informations qu'ont produit les autres médias, et du coup, vous dites, je n'ai pas besoin de vérifier,
puisque les autres médias les ont déjà fait, ils ont fait le boulot, donc moi j'agrège. Donc là encore, il y a une distance qui se crée avec les procédures classiques de vérification de l'information, mais aussi de travail sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on appelle le journalisme de desk, c'est-à-dire qu'on le fait derrière le bureau. On n'a pas besoin d'aller enquêter sur le terrain. On reprend des informations qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc moins de vérification et plus de concurrence, parce qu'évidemment, ce que j'ai expliqué tout à l'heure par l'horizontalité, fait que sur Internet, tout le monde se met à produire de l'information. Donc les journalistes et les médias classiques, radio, télé, presse écrite, pendant longtemps, ils ont eu le monopole de l'information. C'est eux qui vous donnaient de l'information. À partir du web, ils sont venus, ils ont été concurrencés par toute une série d'acteurs nouveaux, des nouveaux médias, mais aussi des marques, mais aussi des hommes politiques qui sont mis tous à produire de l'information. Donc une hyper-concurrence dans l'information où nous-mêmes aujourd'hui, on a du mal à s'y retrouver. Qu'est-ce que média, qu'est-ce qui n'est pas un média aujourd'hui? Parfois, on a du mal à l'identifier. Alors, le point suivant, on arrive finalement on a vu ce contexte du numérique et la manière dont il complexifie le paysage médiatique et le paysage informationnel. Donc on en arrive maintenant à la lutte contre la désinformation. Ça a été dit, aujourd'hui la lutte est une obligation qui est portée par les États, par différents acteurs. Donc on va voir un peu plus concrètement, surtout depuis 2016, de quelle manière cette lutte contre la désinformation est devenue quelque chose de pratique et mis en place par différents acteurs, notamment des États, notamment européens. En Europe, c'est vraiment une préoccupation. Vous voyez très bien qu'aux États-Unis, ça l'est un peu moins. Mais en Europe, c'est une vraie préoccupation, en tout cas, de lutter contre cette désinformation. Mais rien n'est simple dans ce domaine, et malgré les ambitions, concrètement, les résultats peinent un peu à être visibles. Donc on va voir. Donc l'idée, c'est pas de faire une présentation, attention, je ne vais pas faire une présentation exhaustive de tout ce qui existe dans la lutte contre la désinformation. Je vais vous montrer certaines initiatives et là où elles travaillent pour vous montrer aussi de quelle manière cette question de la désinformation est un phénomène multiforme et complexe à saisir. Et donc forcément, il faut travailler sur plusieurs plans. Il n'y a pas une solution. Donc le premier type d'acteurs qui luttent contre la désinformation, ce sont les premiers concernés, c'est-à-dire les professionnels de l'information et des médias. C'est-à-dire, pour le dire rapidement, les journalistes eux-mêmes. C'est les premiers qui ont intérêt à lutter contre la désinformation, tout simplement pour défendre premièrement leur métier, pour défendre leur fonction, c'est-à-dire et pour défendre aussi leur mission. Parce que le journaliste, c'est un métier, mais c'est aussi une mission. C'est pas que vendre quelque chose à un public, c'est aussi dans un contexte démocratique. Informer, c'est une mission d'informer les publics en contexte démocratique. Donc, les premiers concernés vont essayer de travailler à défendre déjà leur profession. Montrer que faire de l'information, c'est un métier. C'est une profession qui obéit à un certain nombre de règles, avec des gens qui sont formés, avec des gens qui ont de l'expérience. Tout le monde ne peut pas s'inventer, malgré ce qu'on a pu croire ou dire sur Internet, journaliste. Donc la lutte contre la désinformation va être saisie par la profession journalistique elle-même pour défendre leur métier, leur activité, parce que tout simplement, il en va de leur avenir aussi. Vous connaissez les difficultés économiques que connaissent les médias aujourd'hui, les médias papier particulièrement, et donc ils se doivent aussi d'assurer leur avenir en défendant leur métier. Ils doivent aussi, c'est très important, travailler, ce dont a parlé déjà un peu Isabelle, la confiance avec le public. La relation d'information repose sur la confiance. Vous allez lire un média, vous allez écouter des informations à la radio, vous allez regarder un journal télévisé uniquement si vous avez un peu confiance dans ce que vous regardez, ce que vous entendez. Cette relation de confiance, elle est à la base de ce qu'on appelle le contrat de communication qui lie un public à son média. Donc les journalistes aujourd'hui, on l'a vu, connaissent une crise de confiance de la part du public, les gens leur font de moins en moins confiance. Donc ils vont essayer en permanence de travailler cette confiance. Défendre leur métier, c'est aussi pouvoir dire au public, voilà comment on travaille, voilà quel est le métier qu'on fait, asseoir leur légitimité, asseoir leur crédibilité en tant que journaliste. Donc voilà, les objectifs, je les ai mis ici, de lutte contre la désinformation de la part des médias et des journalistes, c'est améliorer la qualité de l'information en permanence. Travailler sur les procédures, travailler sur le métier, on va le voir. Protéger la liberté de l'information et la diversité de l'information. Ça, c'est très important. Avoir plusieurs médias de bords différents, qui travaillent différemment. Avoir des médias qui sont des médias audiovisuels, des médias écrits, c'est ce qu'on appelle la pluralité et la diversité de l'information. Et là aussi, c'est fondamental dans une démocratie.
Donc là aussi, la profession journalistique va avoir à cœur de préserver cette pluralité, cette diversité. La liberté de l'information, c'est important aussi, surtout dans des périodes où les médias connaissent des difficultés économiques et se font racheter par d'autres sociétés ou par des milliardaires. On voit ces dernières années la discussion qu'il y a autour de l'Empire Bolloré, par exemple, qui rachète des médias et qui met en péril, finalement, la liberté aussi d'exercice des journalistes et de ces médias. Donc cette question de la liberté de l'information, elle est très liée aussi aux questions économiques. Défendre le journalisme professionnel, c'est-à-dire encore défendre la profession en tant que corporation, que procédure, que formation, et reconstruire la confiance du public. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Une des méthodes très connues dont vous avez déjà entendu parler, qui est très populaire maintenant, est ce qu'on appelle le fact-checking. J'en parle parce que c'est d'actualité par rapport à ce qu'a dit ces jours-ci Mark Zuckerberg. Donc je vais revenir sur ce point. Qu'est-ce que c'est que le fact-checking? Encore un anglicisme pour dire vérification d'information. Okay. Et le terme vérification d'information est devenu, là aussi, à l'ordre du jour lorsqu'on a fait face à des fausses informations. À partir du moment où les fausses informations se développent, on a besoin de vérifier les informations et donc on a besoin de fact-checker ou de fact-checker. Donc c'est pas apparu avec les années 2000, le fact-checking existait déjà dans les années 20 aux États-Unis, dans les rédactions des grands journaux américains, notamment le Times par exemple. Alors comment ça s'organisait à l'époque? À l'époque, l'idée c'était de dire que les journalistes étaient très occupés, c'est un peu la caricature des journalistes qui font partout, mais ils avaient besoin parfois de vérifier des choses, notamment dans des archives, et ça prenait beaucoup de temps. Donc dans les rédactions américaines, on leur a associé des documentalistes. Les documentalistes qui sont venus renforcer les équipes de journalistes et qui allaient faire tout ce travail parfois d'archives, de vérification des informations, des données, des témoignages, etc. Et c'était là encore pour solidifier le travail journalistique. Après les années 20, ça a peu à peu disparu. Tout simplement parce que économiquement, ça coûtait très cher de payer les documentalistes dans les rédactions. On a dû produire les informations de manière beaucoup plus économique et de plus rapide, et donc cette pratique a un peu disparu. Et puis elle a été remise à l'ordre du jour dans les années 2000, suite, on l'a dit, à la première élection de Donald Trump, la deuxième année. Et donc c'est revenu au bout du jour, et ça a été mis en avant comme un moyen de lutte contre les fausses informations. Donc ces pratiques vont revenir à travers différents services. Alors la particularité du fact-checking ces dernières années, vous avez vu beaucoup de journaux, Libération, Le Monde, il y a des chaînes de télévision aussi qui ont des rubriques de fact-checking. Il faut savoir quand même, je vais y revenir après, que tout ce fact-checking était en partie financé par Facebook. Même dans nos médias, Le Monde, Libération, tout simplement parce que quand on a obligé Facebook à travailler la qualité de l'information et à lutter contre la désinformation, il a dit moi je ne veux pas le faire, ils ne veulent jamais le faire au niveau de leur réseau, de la modération. Il a dit on va donner de l'argent aux médias, aux journalistes, et c'est eux qui vont faire le travail de vérification des informations. Voilà comment s'est passé un peu le développement des services de fact-checking en France. Il a été en partie financé dans le monde d'ailleurs par les GAFAM qui sont, comme ça ils ont dit on fait plaisir aux politiques, on montre qu'on lutte contre la désinformation, en ouvrant un petit peu le robinet, ça donnait de l'argent aux médias qui ont pu embaucher les journalistes. Et d'ailleurs, Libération, il y a quelques années, avait publié, c'était le seul à avoir publié les sommes qu'il avait reçues de Facebook et a arrêté à un moment donné le fact-checking en disant rien à marre en fait d'avoir un service qui est totalement financé par Facebook, c'est un problème. Mais la majorité des journaux ont pas de. Malgré tout, le fact-checking n'est pas du tout la solution. Pourquoi? Parce que les résultats sont très difficiles à évaluer. C'est des petits bouts d'eau dans l'océan des fausses informations. Ça donne aussi, j'ai dit, financé par les GAFA, et puis ça donne aussi l'impression, ça donne une vision un peu simpliste de l'information. Elle est vraie ou elle est fausse. Parfois, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Une information peut être vraie mais mal présentée. Une information peut être vraie mais tronquée. On peut oublier une partie de l'information. Donc c'est pas aussi binaire que ça. Donc le fact-checking, oui, mais ça ne résout pas tous les problèmes de désinformation. Deuxième initiative que je voulais vous montrer, qui est une initiative ici lancée par Reporters sans frontières, et donc il se situe à un niveau international. Alors évidemment, c'est encore en anglais, ça s'appelle Journalism Trust Initiative. Donc initiative dans la confiance dans le journalisme.
C'est une initiative internationale qui a pour objectif d'augmenter la qualité de l'information au niveau mondial et qui a pour but de fabriquer un label. De la même manière que dans l'alimentaire, vous avez des labels, le label AOC, etc. Là, l'idée, c'est de dire on va créer un label, le label c'est le GDI, où on va labelliser les médias qui répondent à un certain nombre de critères. Et ce label sera une garantie pour les usagers, les internautes, que la qualité de l'information est tout à fait fiable. Donc c'est quelque chose évidemment qui est encore en cours de route. Donc il y a un certain nombre de critères, ici il y a 130 critères, ça fonctionne, c'est une norme ISO, d'accord ? Et lorsque vous êtes un média, vous allez candidater, vous allez montrer que vous remplissez tous les critères pour avoir la labellisation. Donc aujourd'hui, il y a énormément de médias, plusieurs milliers de médias qui sont labellisés au niveau mondial. Donc là, l'idée de Reporters sans frontières, c'était de dire, je vais le nommer ici, c'était de dire on va donner un avantage concurrentiel aux informations dignes de confiance. Ça renvoie à ce que je vous ai dit précédemment sur le contexte très concurrentiel. Tous ces médias sont en concurrence avec des centaines et des milliers d'autres médias. Donc l'idée, c'était de dire on va labelliser les médias qui répondent à un certain nombre de critères pour garantir et donc donner l'avantage concurrentiel, c'est-à-dire nous on est sérieux. Nous on est sérieux. C'est exactement comme dans l'alimentaire, comme l'agroalimentaire. Alors, c'est une bonne initiative qui continue, beaucoup de médias continuent de candidater, beaucoup de médias français sont labellisés. En revanche, ce qu'on peut mettre un peu ici la limite, la critique qu'on peut formuler à l'encontre de cette démarche, c'est que je ne suis pas sûre qu'il n'y ait aucune personne ici qui ait vu le label sur les médias que vous pratiquez. Voilà. C'est un label qui est peu visible, peu connu finalement, et un label n'a d'intérêt que s'il est connu. Je vous ai parlé du label rouge, vous le connaissez, vous savez l'identifier sur les produits que vous achetez. Ici, ce label-là, personne ne le connaît, si ce n'est les professionnels de l'information. Donc du coup, son effet auprès des publics, il est quand même assez faible pour l'instant. Alors ils travaillent à le rendre public, etc., mais pour l'instant, on ne le connaît pas. Autre limite, c'est assez excluant pour les petits médias qui n'ont pas la possibilité de remplir les 130 critères, mais qui sont quand même des médias de qualité. Et c'est aussi excluant pour les nouveaux médias qui n'ont pas encore des grosses rédactions, qui ne peuvent pas rentrer dans la même zone, mais qui peuvent aussi faire un travail de qualité. Donc voilà une initiative inspirée encore une fois de l'agroalimentaire qui se passe au niveau international, qui regroupe beaucoup de médias et toute la profession, mais qui a un impact, on va dire, auprès du public qui est quand même assez limité. Voilà. Vous pourrez aller voir le site et j'explique, il y a la liste des médias, vous pouvez aller voir. Voilà. Je vous ai mis ici tous les pays qui sont concernés, ça c'est leur site. Ils annoncent plus de 1700 médias aujourd'hui qui participent à l'initiative, qui sont labellisés au niveau mondial. Alors, autre moyen toujours, depuis la profession journalistique, de lutter contre la désinformation, quelque chose qui est un peu classique, sur lequel je reviens, qui n'est pas nouveau, juste je le rappelle rapidement, au niveau de la profession des journalistes, il y a quand même un outil qui est là depuis très longtemps, un outil pérenne qui s'appelle la déontologie professionnelle. La déontologie des journalistes est un outil qui permet de réguler la profession et qui inscrit dans les pratiques professionnelles, évidemment, de ne pas faire de fausses informations. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps. C'est un cadre moral, ce n'est pas un cadre légal. La déontologie est un cadre moral. Souvent, il n'y a pas de sanction. Et qui s'incarne dans la formation des journalistes. On va apprendre la déontologie en devenant journaliste. Et qui s'incarne aussi dans ce qu'on appelle le système d'autorégulation. La déontologie, c'est la manière dont une profession s'autorégule. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'État qui vient réguler, c'est une autorégulation. Un peu comme un ordre des médecins ou un ordre des avocats, où c'est la profession elle-même qui édite un certain nombre de règles et qui va veiller à ce que ces règles soient appliquées. Donc, voilà, je vous ai mis ici deux exemples de chartes d'ontologie assez classique et assez connue. La plus connue, qui est la charte du SNJ, qui est le syndicat dominant des journalistes en France. La charte d'éthique et professionnelle des journalistes en France. Il y a 3 dates, elle date de 1918, et puis elle a été modifiée en 1938 et en 2011. Elle a reçu quelques modifications. En gros, c'est les droits et devoirs des journalistes moraux, qui les engagent moralement, et qui engagent les rédactions également. Donc ça, c'est au niveau français. Puis vous avez d'autres chartes au niveau européen, au niveau international. Là, je vous ai mis une charte internationale qu'on
qu'on appelle la charte de Munich, donc les 10 devoirs et les 7 droits de la charte, les droits et devoirs. Donc ils sont des outils, encore une fois, moraux. Donc n'y adhèrent que ceux qui moralement se sentent appartenir à la profession et aux rédactions qui l'appliquent. Alors la difficulté de ces chartes, c'est qu'il en existe beaucoup au niveau international. Chaque pays a ses chartes. Et donc là, la régulation aussi est propre à chaque pays. Mais malgré tout, la déontologie journalistique est quelque chose de très important qui structure la profession du paludisme. Juste pour ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi le cadre légal pour la presse écrite, qui est toujours très service, c'est la loi sur la liberté de la presse, qui encadre aussi la presse et les journalistes. Là, le titre qui est toujours uniquement pour la presse écrite. Alors, ça c'était pour vous montrer un peu de quelle manière un premier type d'acteurs que sont les journalistes lutter ou tenter de lutter contre la désinformation. Là, je vais évoquer avec vous un deuxième type d'acteurs autres, qui sont plutôt les responsables politiques et les institutions. Isabelle l'a dit, les États se doivent également de lutter contre la désinformation, et donc il y a un certain nombre d'initiatives qui ne vont pas être portées seulement par les journalistes et par les médias, mais qui vont être portées aussi par des institutions. Alors, petite précision, la désinformation n'est pas illégale. C'est-à-dire qu'elle ne relève pas directement du pénal de la loi. Donc, peut-être que même nous, à un certain moment, on a fait de la désinformation sans le savoir. Ça devient un problème juridique à partir du moment où c'est intentionnel. Il y a une intention de nuire à un État ou à quelqu'un. D'accord ? Encore faut-il prouver cette intentionnalité. Sinon, on a tout à fait le droit de dire des bêtises, en fait. C'est pas interdit de dire des bêtises. Sauf si on est journaliste dans le cadre de l'État. Donc, la difficulté ici, c'est que c'est pas en édictant une loi, il est interdit de faire des fake news qu'on résout le problème. Donc, le problème va se résoudre selon d'autres leviers, notamment, je l'ai dit, la régulation, je vais le dire, la régulation, la prévention, je vais en parler, et la négociation aussi avec les acteurs. Donc, ça, je vais évoquer certains cas particuliers, la négociation notamment avec les GAFA. Dont on a parlé, Facebook, Google, etc., pendant longtemps, l'Union européenne notamment, a tenté de discuter avec eux pour essayer de mettre en place des choses sur la régulation et la modération sur le réseau, en disant qu'il se passe tellement des choses affreuses sur vos réseaux sociaux, vous ne pouvez pas faire circuler des informations aussi diffamatoires, aussi problématiques, vous devez réguler. Les femmes, évidemment, ont toujours refusé de réguler directement. Donc, il y a toute une série de négociations qui se sont déroulées, notamment au niveau de l'Union européenne, pour essayer de faire pression sur eux. Ça a marché jusqu'à récemment. Et puis là, le verrou vient de sauter. Donc, jusqu'à l'élection de Trump, il y avait une forte pression, il y avait des discussions qui étaient en cours. Là, je pense que tout va s'arrêter. Donc, tout ça pour dire que les États sont des forces aussi de négociation, même s'il n'y a pas des lois, ils vont essayer de négocier dans des accords les systèmes de régulation pour essayer de limiter l'impact de ces entreprises qui sont des entreprises principalement américaines ou chinoises, notamment dans le cas des élections. On a obligé, par exemple, Facebook à être plus attentif dans le cadre des périodes d'élection, parce qu'on sait que les fausses informations connaissent des pics monumentaux dans le cadre des élections, notamment présidentielles. Alors, un exemple de ce qu'a fait l'Europe récemment, l'Union européenne tente également d'être un peu plus coercitive, d'être un peu plus contraignante avec ces acteurs-là, à travers, alors on l'a vu, vous l'avez vu il y a quelques années avec la fameuse loi RGPD, le règlement sur la gestion des données personnelles. Là, ils ont dit, bon, ça suffit, ces entreprises ne peuvent pas utiliser les données de leurs utilisateurs français de n'importe quelle manière, européens. On va faire un cadre réglementaire qui va obliger les acteurs étrangers à respecter un code dans la gestion des données personnelles. Donc ça a été un cadre que l'Union européenne a posé, qui a contraint malgré tout les acteurs étrangers à se conformer à ce cadre. Donc récemment, il y a un cadre un peu plus récent qui s'appelle le règlement des services numériques, en anglais Digital Services Act, qui est un règlement, c'est pas une loi, c'est un règlement européen qui a pour but de pousser les acteurs du numérique à être plus transparents, à respecter un certain nombre de règles quant au fonctionnement de leurs algorithmes,
Et alors c'est global, ça ne concerne pas que les fausses informations, c'est global, ça concerne le commerce, ça concerne les règles d'utilisation, ça concerne beaucoup de secteurs, mais ça concerne aussi l'information, puisque dans le Digital Services Act, il y a des parties qui vont concerner, alors je vous ai mis un exemple ici, traiter que les gens puissent faire des réclamations, par exemple quand ils voient des contenus problématiques. Qu'on ait un interlocuteur, qu'on puisse demander à ce qu'une information soit retirée. Clarifier le fonctionnement des algorithmes, clarifier les règles de modération des contenus. Tout ça sont des choses qui sont édictées dans ce règlement et qui contraignent un petit peu. Alors pour l'instant, il n'est pas arrivé, c'est très récent. C'est 2024, ce petit 1, il n'a rien à faire là. C'est 2022-2024. La loi a commencé à être mise en place en 2022, mais elle est entrée en vigueur uniquement en 2024. Donc, elle rentre au moment, vous avez vu, les tensions avec ces entreprises sont au maximum, et donc là, ça va être compliqué de faire appliquer cette réglementation. Mais voilà, l'Europe a quand même cette volonté de contraindre ces entreprises dans un but de transparence. Faire preuve de transparence dans la modération, proposer des outils de signalement performants aux utilisateurs, empêcher la publicité ciblée, ouvrir l'accès aux données, tout ça sont des éléments qu'on essaie de développer pour lutter contre la propagation des fausses informations. Troisième type d'acteur sur lequel je ne reviendrai pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est déjà, on a déjà bien parlé. Troisième type d'acteur, mais que je veux juste mentionner, mais je n'aurai pas le temps de développer les initiatives, ce sont les acteurs de la recherche et de la formation. Il y a tout un pan qui est assumé par les acteurs de l'éducation, que ce soit primaire, secondaire ou à l'université, qui travaillent à former les usagers des médias. Donc là, on va être plus sur ce qu'on appelle l'éducation média. Former les utilisateurs à savoir utiliser les médias, à développer leur esprit critique, à savoir identifier une fausse information, à comprendre quel est le processus de production d'une information. Ça fait partie aussi de la lutte contre la désinformation. De former des usagers éclairés, des usagers compétents, qui ne vont pas croire tout ce qui doit circuler, qui vont savoir identifier les bonnes sources d'information. Développer l'esprit critique, c'est par exemple très très important dans ce qu'on appelle l'éducation média. Donc c'est ce qu'on appelle l'EMI, l'éducation média, qui est portée conjointement par les acteurs de l'éducation nationale, mais aussi qui est portée par les médias. Beaucoup de médias français participent au programme d'éducation média et à la citoyenneté, ce qu'on appelle l'éducation média. Et puis je mentionne juste évidemment les travaux de recherche, puisque nous menons des études sur les pratiques informationnelles, sur qu'est-ce que font ces réseaux sociaux d'information, comment les gens s'informent aujourd'hui. On essaie de réfléchir à l'évolution. Qu'est-ce que ça a changé dans nos manières de s'informer? C'est monumental, quand même ça, vous voyez, ça, ce qu'il y a dans nos poches à tous. Quand on voit les étudiants, comment ils s'informent aujourd'hui, ça a tout changé. Donc on essaie de comprendre aussi du point de vue de la recherche, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là, comment les gens s'informent, qu'est-ce que ça change dans leur rapport à l'actualité, au monde politique, comment on construit une culture politique quand on s'informe par les réseaux sociaux. Mais voilà, je vous cite juste quelques problématiques de nos travaux de recherche. J'ai déjà trop parlé et on va aller très très rapidement, mais peut-être ce sera plus l'occasion d'en discuter, parce que je pense que j'ai déjà la une heure en fait. On voulait faire le focus sur deux initiatives un peu autres. Ce qu'on appelle le CDLJ, qui est le Conseil de médiation, CDJL, de déontologie, de médiation. Déontologie journalistique et médiation. On n'aura pas le temps d'en parler. Voilà. On pourrait nous demander ce que c'est. Et puis l'autre élément, voilà. Et l'autre élément, c'était les états généraux d'information, qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. C'était un lieu de réflexion entre la société civile, donc des gens qui ont été tirés au sort, les professionnels de l'information, pour réfléchir au futur de l'information. Donc là, c'est le gouvernement qui est, c'est une initiative politique qui a organisé ça, c'est très très récent. Le rapport est en ligne. Vous avez les différentes recommandations. Voilà, 15 propositions et 2 recommandations qui ont été édictées par les groupes de travail de ces états généraux de l'information. Vous y avez accès, vous pouvez regarder. Bon, en gros, la conclusion, c'est quand même que la montagne a couché d'une souris, pour le dire rapidement. Et que même les participants au groupe de travail sont un peu déçus finalement sur les recommandations qui émergent et qui, en plus, on ne sait pas si elles vont être suivies par, parce que ensuite, c'est les politiques qui décident. Voilà. Il a fait travailler les gens, il a fait réfléchir ensemble. Sont sortis un certain nombre de choses avec deux préoccupations qui étaient l'IA, évidemment, on va en parler si vous voulez, la question de l'IA, et qui était aussi la question des propriétaires de données.
la propriété économique des médias et l'indépendance des médias, c'est deux problématiques que les participants avaient à cœur de traiter et aujourd'hui qui ont fait l'objet de recommandations. On ne sait pas comment ça va être traduit ensuite politiquement. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer la variété des initiatives. Voilà, c'est BGL aussi. Juste un mot sur le CGM, on parlait de confiance tout à l'heure dans les médias. Le CGM, donc le Conseil de déontologie journalistique et d'évaluation, il a comme un instrument de médiation entre les médias, les agences de presse et le public. Et donc on peut saisir ce conseil, voilà, en tant que citoyen lambda, pour signaler, alors par exemple, quand on constate une atteinte aux bonnes pratiques journalistiques dans les textes ou dans l'image. En revanche, on ne peut pas faire appel, en tout cas la saisine sera refusée, la saisine sera refusée si on mobilise ce conseil pour des questions de ligne éditoriale. Oui. Si vous dites il est trop à gauche, trop à droite, etc., ça marche. Par contre, si vous dites dans une émission, on pourra partager quelque chose. Ou si vous trouvez qu'une information a mal été traitée, si vous trouvez qu'elle a été erronée, si vous trouvez que le journaliste a mal fait son travail, vous saisissez le conseil, il va étudier votre demande et ensuite il dira oui, la saisie a été déclarée fondée ou elle a été déclarée infondée et ça va remonter aux médias. Donc vous, en tant que citoyen, vous avez la possibilité de saisir ce conseil-là en tant qu'usager des médias et à signaler les manquements à la déontologie journalistique que vous pouvez rencontrer en tant qu'usager des médias. C'est très récent en France, ça existe depuis très longtemps dans de nombreux pays. Et en France, c'est depuis quelques années seulement qu'on a ce conseil national et qui concerne tous les médias. C'est pas le CSA, mais vous voyez, pour l'audiovisuel, mais ça peut y ressembler aussi parce que le CSA, on peut le saisir aussi pour les médias audiovisuels. Voilà, je suis désolée, c'était un peu fouillis, on a parlé beaucoup trop longtemps, mais maintenant, c'est voilà, d'échanger, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est des choses qu'on n'a pas évoquées, parce qu'on a peu évoqué finalement la question de l'IA, donc on peut l'évoquer dans la discussion, c'est tout à fait possible. Ok. Oui. Merci pour l'exposé, pardon. J'ai deux questions. La première, c'est dans votre exposé, est-ce qu'on pourrait parler plus du rôle individuel de chacun d'entre nous? Parce qu'aujourd'hui, dans l'immédiateté, la passion, l'émotion surpassent la raison, et nous sommes nous-mêmes les acteurs de la propagation et du renvoi des fausses informations. Et ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Donc, faire le coup. On l'a tous fait, envoyer à nos amis des choses. On regarde un peu sur un moteur de recherche, il suffit de quelques secondes pour voir mince, j'ai balancé une fausse news. Je me retrouve à la responsabilité des likes, etc. Et donc, le deuxième enseignement, moi je l'ai fait aujourd'hui, c'est que vous avez dit la diversité de l'information. J'ai personnellement désactivé toute la personnalisation de mes réseaux sociaux. Je ne veux pas recevoir de publicité personnalisée, je ne veux pas recevoir de contenu personnalisé. Je désactive au maximum les choses pour recevoir tout, même s'il ne m'intéresse pas. Sinon, comme vous l'avez dit, je m'enferme et on s'enferme au début, on se conforte dans des opinions pour qu'on pourra changer. Donc ça, c'est l'aspect individuel. Et je pense que chaque citoyen, chaque personne, chaque humain a un rôle dans la propagation du fait d'étouffer des fausses informations. Parce que ça devient viral, on participe à cette viralité. Voilà. Le deuxième, c'est sur l'aspect juridique. Quand vous dites qu'une fausse information, il n'y a pas l'aspect légal, dans la fausse information, il y a également des propos diffamatoires. Oui, mais alors ça, c'est ce que vous dites. Et donc la diffamation, c'est très encadré. Et le problème aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la diffamation. On met de l'énergie de 1 pour envoyer une information diffamatoire, et il va falloir 1000 énergies supplémentaires pour détruire, prouver le caractère diffamatoire, etc. Voilà. Donc, c'est l'aspect juridique. Et en lien avec ça, il y a l'aspect de la DSA. La DSA breton a couché de la DSA, c'est bien. Il va se battre, je pense, oui. Pas lui, hélas, l'Europe contre maintenant les GAFAM, parce que la loi européenne, si les Européens convaincus sont tous unis, on ne pourra faire plus les GAFAM. Parce qu'on est tellement puissant en termes de population, toute l'Europe réunie, qu'on a les moyens de faire appliquer notre droit. Donc, l'aspect, moi, je ne suis pas si pessimiste que vous, j'espère que pas qui se trompe, en tout cas, vu le discours de hier
Oui. Trump, là on a un vrai sujet sur la force de l'Europe et qu'elle se reprenne pour appliquer la DSA afin que les algorithmes soient contrôlés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les sujets que la responsabilité personnelle et l'aspect juridique de l'Europe. Alors sur la responsabilité personnelle, c'est vrai que nous on a tendance à ne pas culpabiliser les individus. C'est-à-dire que sur nos applications, tout le monde n'a pas les moyens cognitifs, intellectuels, temporels, de faire le travail que vous dites à éclairer. Donc on s'est tous fait attraper. Et donc moi je considère que la responsabilité individuelle dont vous parlez, tout le monde n'a pas les moyens de l'appliquer. Tout le monde n'a pas les moyens de l'assumer. On est tous des usagers. Et par contre, on n'a pas tous les moyens de faire ce travail. En fait, c'est pas à nous à le faire. Vous voyez, il faut le dire autrement. Donc je considère que la responsabilité, elle est dans les gens qui produisent les contenus, les gens qui diffusent ces contenus, et dans les gens qui tirent profit de tout ça, parce que c'est quand même un système économique aussi. D'accord? Donc moi, je ne suis pas tout à fait sur culpabiliser individuellement les gens, comme on le fait déjà sur beaucoup de thèmes, écologie, etc., dont il faut d'annoncer sur l'adaptation, etc. D'accord? Alors qu'il y a quand même des gens, des très très grosses organisations qui tirent profit de tout ça. Donc, c'est pour ça que je veux partager effectivement là-dessus. Alors, pour donner un écho qui va un peu dans votre sens, tu en parlais juste avant, il y a sans responsabiliser, on peut éduquer. Tu parlais d'éducation aux médias et à l'information, c'est important, je pense aussi, avant même la responsabilisation, c'est l'éducation, la sensibilisation, et après, effectivement, on existe déjà l'éducation aux médias, c'est essentiel pour sensibiliser les générations à venir, les générations elles-mêmes, aux ravages que peuvent constituer les réseaux sociaux numériques, pas uniquement en termes de désinformation. Et puis il faut savoir que les pratiques d'information sont très liées au niveau d'éducation et au niveau social. Tout à l'heure, on vous a donné les pourcentages de défiance vis-à-vis des médias pour les gens. Ça prend 10 points pour les catégories sociales. Par exemple, 62% des gens se méfient des médias. Si on prend les catégories sociales les plus basses, c'est 72%. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est très lié en fait au niveau d'éducation. Donc on ne peut pas demander à tout le monde en fait d'assumer cette responsabilité de la même manière. C'est aussi cette question-là qui est problématique, d'où l'importance de l'éducation. Sur le deuxième point, pourquoi je ne suis pas très optimiste? Parce que les GAFAM, par rapport au Digital Services Act, c'est aujourd'hui, là, les verrous ont sauté. Quand je dis les verrous ont sauté, c'est quand vous voyez la fête d'investiture de Trump avec tout. Alors, j'ai pas eu le temps de vous montrer la belle conclusion, d'accord, je vous la montre quand même. J'avais mis ça. Vous connaissez ce dessin? Vous savez ce que c'est, ce dessin? Voilà. C'est un dessin qui a été refusé. Donc, c'est la dessinatrice, elle s'appelle Liane Hens. Elle a été pris Pulitzer du dessin de presse, d'accord? Et quand elle a proposé ce dessin à son journal qui est le Los Angeles Washington Post, ils ont refusé de le publier. Voilà. Elle a quitté le journal, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle travaille pour le journal. Elle a commencé à sentir le vent tourner, elle a dit ah ouais. Et en fait son dessin, ça représente Jeff Bezos, voilà, il y a le président de TikTok en bas, il y a voilà, le patron d'OpenAI, d'accord, l'intelligence artificielle. Et donc l'idée c'était de dire comment, et on voit Disney à côté aussi, comment il portait allégeance en fait au nouveau président. Et c'est pour ça que le vent tourner, c'est aussi ça, vous avez vu qu'ils étaient tous présents à la fête d'investiture de Trump. Donc ils vont se sentir, et les annonces qu'ils ont faites ces jours-ci, car Mark Zuckerberg annonce je vais arrêter tout le principe des fact-checking, d'accord, voilà, ben voilà, les masques tombent en fait. Okay. Et ils vont se sentir complètement soutenus dans ces démarches-là, et complètement libérés en fait, de moins de contraintes. Et alors là, la définition de la vérité avec Trump, je peux vous dire, ça va aller loin. Et donc, tous ces réseaux sociaux qui sont aussi puissants dans nos téléphones, etc., ils n'ont plus aucune barrière, en fait, si ce n'est vous avez des euros. Et je suis assez pessimiste sur de quelle manière on va réussir à leur imposer quelque chose quand derrière, il va y avoir Trump qui les pousse, qui les soutient dans tous les sens. Moi, c'est là-dessus, en fait, que je suis un peu moins positive. Oui. Pardon. Moi où je vous trouve très optimiste, c'est quand vous parlez de la déontologie des journalistes. Oui. Elle est très utilisée par de nombreux journalistes. Oui. Ils en font un coussin, ils s'assoient dessus. Je
dirais. Je dirais, alors c'est difficile de parler en général de la Je politique. parle pas en général, je dis beaucoup. Mais alors c'est sûr que s'il y a un code, il y a toujours des manquements. Dans la mesure où c'est pas du tout. Ils disent ceux qui veulent, on les sanctionne pas, ils sont libres de faire. Alors la question des sanctions, c'est vrai qu'elle s'est posée, notamment quand il y a eu il y a des cas de stress théoriquement. Et à combien de journalistes ou pseudo-journalistes se sont vus retirer leur carte de presse? Alors la carte de presse, c'est pas lié uniquement à ça. On peut être journaliste sans avoir sa carte de presse. On peut être bon journaliste même sans avoir sa carte de presse. La carte de presse est liée simplement aux revenus que vous avez fait dans l'année en exerçant votre métier. C'est très économique la carte de presse. C'est pas du tout lié à des questions déontologiques. Mais vous avez raison, la question que j'ai évoquée, c'est-à-dire c'est un cadre moral, donc il n'y a pas d'obligation de sanction. D'accord? Donc la sanction, c'est le média en question qui va le prendre. On a eu le faux, vous vous souvenez du faux interview de Fidel Castro par PPDA, par exemple, vous vous souvenez de ça? Là, c'est avéré quand même. Et c'est clair qu'il ne s'est rien passé pour lui. La chaîne TF1 n'a jamais pris la moindre sanction. Le faux Charlie de Timișoara, on en a eu des manquements journalistiques. Et là, c'est des déclencheurs, et on le voit avec vous, de perte de confiance dans les publics, parce que quand le manquement est avéré, il n'y a pas de sanction. Et la sanction, elle relève de la chaîne, elle relève de la rédaction, elle relève du média. Comme Morandini actuellement. C'est pas moi qui décide de la parole. Je voudrais poser une question ouverte relative à l'éducation, à l'usage en fait, des médias. Oui. Parce que si nous, adultes, on peut, sans même se culpabiliser, essayer de ne pas propager n'importe quoi, de réfléchir un petit peu, faire un live, etc. En revanche, les enfants, parce qu'on a un vécu, on a en théorie appris à l'école un peu l'esprit critique, etc. Les enfants qui eux en même temps l'apprentissage de l'esprit critique et les informations sont beaucoup plus vulnérables. Et actuellement, comment ça se passe au niveau de l'enseignement? Alors, je vais vous faire une réponse un peu particulière, c'est que vous avez l'expérience, ils ont les compétences. C'est-à-dire qu'ils savent beaucoup mieux les utiliser que les nous. compétences techniques, pas le recul et l'esprit critique. Pas que l'esprit critique, en l'occurrence. L'esprit critique, ils sont nés avec ça. Donc, de la même manière que vous êtes nés avec les précédents médias, vous avez construit votre esprit critique avec les médias dits de masse. D'accord? Voilà. Et eux, qu'est-ce qui les empêcherait de construire l'esprit critique? Je peux vous dire que moi, quand je les vois, alors attention, de quels enfants on parle? On parle des étudiants à l'université. Moi, je parle de l'enseignement scolaire, etc. C'est-à-dire que dans l'enseignement primaire et secondaire, comment on éduque est-ce qu'on éduque aujourd'hui les gens à l'usage des médias, ou est-ce qu'on a commencé quelque chose? Parce qu'effectivement, les profs, eux, ils sont un peu décalés, ça, comme moi. Ça, l'école primaire, c'est pas l'éducation médiale comme on parlait dans ce collège, mais il y a des sensibilisations qui sont faites à part des instituteurs et des institutrices. Parfois, il y a des intervenants qui viennent dans les écoles pour expliquer un peu les dangers des réseaux sociaux numériques. Il y a des choses qui sont faites. C'est pas parfait, je suis d'accord, mais il y a quand même des choses qui sont faites par rapport à une période de dizaines d'années où il y a des santé, il y a des moins de choses. Vous voulez réagir? Oui, je me permets de parler. En fait, il y a normalement, ces discours de médias sont faits dans la partie technologie, au collège, au lycée. Il y a quand même un truc qui vient en cause, c'est que la techno n'est plus accessible en 6e. Et plus on avance, plus la techno disparaîtra tout au moment mais aussi le fait que les élèves ont des téléphones plus tôt que ça. Et donc, du coup, enlever la techno au collège, ce n'est pas une bonne idée. C'est mon avis. Je disais qu'il y avait un enseignement dans le cours de technologie. Techno-collège, normalement, il y a dans le programme des discours de médias pour pouvoir au moins s'en emparer. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de techno au collège pour les sixièmes. Pour moi, c'est un problème. Mais la disparition est le point. Allez-y. Oui, moi je n'utilise absolument pas les réseaux sociaux, je ne suis pas dans les réseaux sociaux et je pense que je peux m'informer. Je pense qu'on confond la notion d'information, qui pour moi est une photographie d'un événement, on ne confond pas la photographie du Mont Blanc et celle de l'Everest. Par exemple,
Ça, pour moi, c'est une information, et on l'a dans pratiquement tous les domaines. Donc, il y a un métier de donner la photographie d'un champ d'information que vous recherchez. En politique aussi. Pour moi, ça ne se discute pas. Ce métier-là, il doit avoir une déontologie, ça je suis d'accord. En revanche, je pense qu'on confond énormément ce qui est, pour moi, des groupes de discussion ouverts que sont les réseaux, et par contre, je fais partie de groupes de discussion qui sont fermés. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à peu près sensible à une question, et on discute entre nous de telle ou telle action, de telle information, et chacun va aller chercher des informations ailleurs pour qu'on puisse discuter entre nous. Et moi, je pense que c'est l'ouverture et la puissance de l'informatique et d'Internet qui font qu'on n'a plus le temps de discuter. Enfin, pour ceux qui sont dans les réseaux en tous les cas, ils prennent une photographie, on ne sait pas le même bien, vous savez qu'on sait faire des fausses photographies en termes soi-disant d'information, et voilà, ça décline, et je n'arrête pas. Et c'est là que intervient la notion que vous avez évoquée, pas assez de mon point de vue, chacun se met dans une bulle. Et mon problème, moi, lorsque je veux faire passer une information dans mes activités d'information, d'essayer de discuter avec la population, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller de bulle en bulle. Alors, je vais vous dire plusieurs choses. On est quand même pas mal un peu les cheveux gris ici. Donc, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire qu'avant Internet, vous étiez déjà dans les bulles. D'accord ? Parce que vous étiez déjà abonné à des médias qui vous plaisent, vous regardez des chaînes qui vous plaisent, et vous étiez déjà dans un environnement qui était déjà favorable. Je ne suis pas sûre que la discussion... On est un peu en train d'idéaliser quand même des lieux de discussion tels qu'ils ont pu ne pas exister avant, je pense. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la notion de l'information. Pour moi, l'information, ce n'est pas du tout une photographie. C'est ce qu'on appelle, nous, l'espace public. C'est un espace délibératif, c'est ce que vous évoquez là. C'est du débat, c'est de l'opinion. L'information, c'est aussi du commentaire, c'est de l'analyse. Il ne faut pas réduire l'information à des faits aussi. Et nous, moi, les gamins, je le vois, la fac, on a fait une enquête sur comment s'informent les étudiants. Et on leur a demandé ce qu'ils regardaient. Alors, parfois, ils regardaient l'information, puis ils regardaient les commentaires. On leur dit, mais pourquoi est-ce que vous regardez les commentaires? Ils nous ont dit, alors c'est pas intéressant, ils se disent plein de choses nulles. Mais ils disent, parfois, c'est intéressant et ça me permet en fait à moi de me positionner. Oui, mais en fait, ils disent qu'elle n'existe pas sur le numérique, mais elle existe, la discussion dans le numérique. Vous voyez, c'est-à-dire à partir d'une information, il peut y avoir des discussions, même si elles ne plaisent pas. Ça va construire notre positionnement vis-à-vis de cet événement, ça va construire notre opinion. Il ne faut pas oublier que l'information, c'est un support à la construction d'une identité. C'est pas juste regarder une photographie de l'espèce, c'est pas ça en fait. C'est regarder une photographie de l'espèce telle que tel l'a prise, un tel l'a prise, un tel l'a prise, un tel l'a prise. Et donc si j'ai 4 points de vue sur ce même objet, ça va moins me donner des visions différentes et m'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la pluralité, elle existe sur les réseaux. Après, la bulle dont vous parlez, les responsables, ce sont en fait, c'est ces intermédiaires qui n'existaient pas avant. Avant, vous aviez affaire directement à des médias. Vous allez regarder le progrès, etc. Aujourd'hui, quand on va regarder le progrès sur Instagram, on va regarder le progrès sur Instagram. Et donc, on a cette couche technique importante qu'on a tendance à oublier, qui conditionne ce que je vais voir. Mais en fait, nous, c'est là-dessus qu'on porte l'attention. On ne culpabilise pas l'usager, on ne dit pas les médias sont tous pourris, on se dit qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là, qui est quand même, on l'oublie, d'accord? On oublie, vous ne pratiquez pas, mais je peux vous dire qu'on oublie quand on pratique les réseaux sociaux, ou quand on regarde le journal Le Monde depuis les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire que regarder le monde depuis une plateforme? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est toujours lire le monde ou est-ce que c'est lire le monde tel qu'ils produisent pour Instagram ou pour... Vous voyez? Donc nous, on s'intéresse à ces nouveaux médiateurs qui sont là et la manière dont ils conditionnent ce qu'on voit, la manière dont on voit et la manière dont on organise les discussions. Donc que les discussions prennent d'autres formes, je suis d'accord avec vous, elles prennent d'autres formes, mais elles ne sont pas absentes en fait, elles existent. Le débat public continue d'exister, la confrontation continue d'exister. Par contre, on a ces acteurs invisibles là qui définissent les règles de la discussion. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, dans l'étude que tu as évoquée sur les usages de médias par
étudiants. Il y a pas mal un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont manifesté le fait qu'effectivement ils allaient voir les commentaires, mais qu'ils ne se sentaient pas légitimes, qui ne se sentaient pas le courage d'aller contre une opinion globale sur un sujet parce qu'ils ont peur des réactions. Ah oui. Ils ont peur de Ça, oui, de la violence. Donc oui, il y a du débat public, mais il est plus violent. Oui, il est violent et il y a parfois pas tant de débat que ça, ou plutôt dans une discussion de personnes qui sont d'accord. Toutes les formes de contradiction sont assez rapidement tirées de la discussion. Qu'est-ce que vous pensez des influenceurs? Qu'est-ce que vous pensez des activistes? Merci. Alors, les influenceurs, pour moi, ce sont des nouveaux marchands, quoi. Voilà, ce sont des gens qui... Ce sont des... Je pense que ça a déjà existé. Quand vous êtes un joueur de football, d'accord? Même si vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous êtes déjà un influenceur. Okay, et il y a 10 ans de ça, c'était déjà le cas. Donc la notion d'influenceur, de leader d'opinion, elle a toujours existé. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils travaillent pour les plateformes. Aujourd'hui, les influenceurs croient travailler pour eux, mais en fait, ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour les plateformes sur lesquelles ils sont hébergés, dont ils dépendent des règles. Il suffit que la plateforme décide de changer l'algorithme, ça change la visibilité. Donc je ne pense rien en général des influenceurs. Je pense que c'est juste des gens qui ont su trouver leur place dans un nouvel espace social et dire, il y en a là-haut qui font leur argent, pourquoi je ne ferais pas mon beurre, why not? Voilà. Des bonimenteurs. Et ce que vous appelez les activistes, alors qu'est-ce que c'est que vous appelez les activistes? Ce sont des personnes, certes, qui sont payées pour prendre des positions radicales. Et par moments, on sait dans quel sens ça va, on imagine qui c'est qui est derrière. Mais okay. Ça existe par ailleurs. Parce qu'il faut séparer le militantisme de ce que vous dites là, qui est de l'ordre de la propagande. En fait. Quand on est payé pour diffuser des idées, c'est ni plus ni moins que ce bon vieux terme de propagande qui prend des nouveaux atouts sur les réseaux, mais qui finalement, voilà, on a l'exemple avec la Russie qui pratique ce phénomène à grande échelle. En fait. Je ne sais pas s'il existe encore, mais à l'époque, dans ce truc du URSS, il existait un ministère de la désinformation. Donc, ça renvoie cette idée de l'activisme. Voilà, les gens étaient formés, travaillaient à lancer des fausses informations du côté de l'Occident. Ça renvoie un peu à ce que vous dites. Si ce n'est qu'il n'y avait pas la puissance des réseaux sociaux pour ça. Moi, j'avais remarqué sur l'activisme. Enfin, le sens primaire de l'activisme, c'est quand même quelqu'un qui a bloqué le siège de Total, qui va faire des actions un peu, actions médiatiques un peu coup de poing, quoi. Plus fort, s'il vous plaît. Par exemple, une action d'aller faire un truc devant le siège de Total et tout, mettre du noir et tout, faire des trucs coup de poing, des actions coup de poing, vers une entreprise qui leur plaît pas, des choses comme ça. L'activisme, oui, c'est passer à l'action dans le militantisme, c'est ça? C'est un militant un peu extrême, on va dire. Ok. Alors, tout ce qu'on évoque là, c'est juste marquant parce que sur les phénomènes numériques, c'est juste décuplé. Voilà. C'est juste l'ampleur et la vitesse qui est difficilement gérable. Une observation et deux questions. Une observation, il y a beaucoup de mots-clés employés qui sont des anglicismes. Oui, oui, oui. Bon. Oui. Pas que des mots-clés, d'ailleurs, c'est des mots tels qu'ils sont. Par exemple, la loi européenne, sinon c'est parce que ça vient de travaux anglais ou que c'est fake news, c'est parce que c'est apparu comme ça dans l'espace public. En fait. C'est comme ça, suite à Trump, qu'on a réutilisé des termes fake news. Et est-ce que vous avez parlé des premières fausses nouvelles, vous avez parlé de Constantin, mais sans détailler. Est-ce que vous pouvez détailler ça? Et puis aussi, vous avez concernant les états généraux de l'information, vous avez dit que c'était plutôt au niveau des États occidentaux, mais sans aborder non, vraiment... là c'est français, les états généraux de l'information, c'est français. Vous n'avez pas abordé, il me semble, des États totalitaristes, voilà. Est-ce que vous feriez une distinction Ce que j'appelle les états généraux d'information, c'est un forum en fait. Oui, oui. Mais... qui est organisé par le gouvernement français en fait. Donc c'est juste un lieu d'échange et de débat qui a regroupé des professionnels d'information, des citoyens, pour discuter de ce que j'appelle états généraux, c'est comme un colloque en fait. Oui, bien. Voilà, c'est pas du tout en rapport avec l'État au sens l'État. D'accord. Okay. Donc c'est juste comment en France Macron a décidé qu'on allait
fallait réfléchir ensemble au devenir de l'information. Donc on a fait un tirage au sort de citoyens volontaires, on les a mis dans des groupes de travail. Vous avez des travail. Voilà, ça c'était les 5 groupes de travail qu'il y avait. Et les gens ont fait des sessions de travail à distance et en physique, et ils ont essayé d'en tirer des éléments de proposition en fait. C'est ça qu'on appelle des états généraux. C'est un lieu de réflexion en fait pour faire évoluer l'information. Okay. Donc je ne vois pas vous avec ce que vous appelez l'état totalitaire en fait. Non, parce qu'on voit quand même que sur la carte télé, sur le Journalist Trust Initiative, il n'y a pas la Russie par exemple. Non, ils sont totalement exclus de ce genre de dispositif. Ah oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que les médias ne sont pas dans des systèmes démocratiques, ils ne font pas partie de ce système. Okay. Parce que par définition, on ne l'a peut-être pas dit parce que c'est évident, la définition qu'on donne de l'information, c'est l'information et le journalisme en régime démocratique. Parce que quand on est dans un régime démocratique, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres et les références, ce pas les mêmes en fait. Donc nous, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un système médiatique libre en Russie, c'est hors de question. Donc on ne fonctionne pas du tout de la même manière, donc évidemment qu'ils ne sont pas du tout associés à toutes ces réflexions et à tout ça. Mais il va être intéressant de voir ce qui va en être dans les mois à venir aux États-Unis. Parce qu'a priori, les États-Unis sont une démocratie, mais quand on voit la pression qui commence à s'exercer sur les médias, de quelle manière certains grands médias américains n'ont pas pris position, alors qu'ils prennent, vous savez que les médias américains prennent toujours position pour un candidat, certains ont refusé de le faire. Là, ça va commencer. Voilà. Quelles vont être les voix dissonantes aux États-Unis dans les mois à venir? C'est ça qui est intéressant à observer. Et pour répondre très rapidement à Constantin, alors l'histoire de la mission en détail, c'est que Constantin avait reçu des émissaires de la Norvège et qu'il avait mis la possibilité de éventuellement leur donner accès à une partie de son patrimoine et de son argent. Et que ces émissaires-là sont ensuite colportés l'information comme quoi Constantin soutenait très fortement et qu'il les avait pas signé un accord, en gros, d'un accord tacite pour le fait que ce soutien se manifestait donc par une partie de son patrimoine, etc. Donc c'était simplement pour vous montrer que dès cette période-là, des acteurs religieux, politiques n'hésitaient pas d'user de stratégies informationnelles et de la production de fausses informations pour faire évoluer les contextes, les relations entre les différents acteurs de la société. C'est un des premiers exemples de production de fausses informations au bénéfice Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas de loi qui condamne la publication de fausses informations. Si, la publication, oui. Mais pas. Si, la publication. À partir du moment où un réseau social. Dans les médias. Mais dans les réseaux sociaux, en fait, toute la particularité, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas des médias. Et ils sont très attentifs à ne pas l'être. Je m'explique. Les réseaux sociaux se sont toujours présentés comme n'étant pas des médias. Pourquoi? Parce que si vous êtes un média, vous êtes responsable éditorial de ce qui est publié. Pourquoi les réseaux sociaux sont toujours présentés comme des intermédiaires techniques pour être complètement dédouanés de toute responsabilité éditoriale? C'est pour ça qu'ils ont donné d'ailleurs le fact-checking à des médias, c'est pour ça qu'ils refusent de la modération. Leur discours, c'est toujours de dire nous, on propose juste un espace, on n'est pas responsable de ce qui s'échange. Donc c'est la différence entre être un média reconnu, vous avez un responsable de publication qui est redevable devant la loi de ce qui va être publié dans ces colonnes, notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, incitation à la haine, diffamation, etc. Des réseaux sociaux qui ne sont pas des médias, mais se présentent comme des intermédiaires. Et donc, ils n'ont aucune responsabilité éditoriale sur ce qui s'échange sur leurs réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire la communication là-dessus, ça permettrait d'être beaucoup plus clair par rapport à l'ensemble de la population qui verrait la très grande différence et qui pourrait donc accorder beaucoup plus de confiance aux médias parce qu'elles sont responsables et peut-être beaucoup moins pour les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. C'est pour ça que les États essaient de négocier avec eux des systèmes de modération. Mais on ne peut pas leur imposer tant.
Donc, on peut être de fact-checking, modération, on pourrait rien imposer. Et c'est a priori pas choquant de savoir, enfin moi je ne suis pas choqué de savoir qu'il y a des médias légaux et justifiés, moi le Dauphiné, je le lis sur Internet. Ouais. C'est pas, c'est le Dauphiné, labellisé, etc. C'est le même. Et qu'à côté, il y a des non-médias. Oui. Moi, ça ne me choque pas, mais c'est des non-médias. Oui. C'est un outil qui s'appelle le réseau machin, à lequel je ne participe pas, mais voilà. Ça, c'est pas gênant. Enfin, moi, je ne suis pas gêné. Et que cela soit donne des vraies ou des fausses informations, j'ai rien à tirer. Par contre, là où c'est gênant, c'est que du coup, alors là, je suis d'accord, on dévalorise cette notion de réalité du média labellisé. Là, on le dévalorise parce que, comme vous l'avez très bien dit, la notion de vérité, tout le monde s'en fout. Et par contre, on discute de tout et n'importe quoi sur des machins. Et ça, oui, ça c'est choquant. Et avec la puissance là, du numérique, c'est des milliards de personnes. Alors, l'autre élément qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, les médias, y compris français, sont dépendants des réseaux sociaux pour accéder à leur public. Aujourd'hui, Le Monde, Libération, etc. ne touchent leur public qu'à travers, en partie, leur publication. Donc eux-mêmes sont devenus économiquement dépendants pour toucher leur public de ces réseaux sociaux. Et c'est là le tour de force des réseaux sociaux. C'est la copie de leur article. Oui. Non, en fait, il y a des rédactions spécifiques qui vont publier des contenus pour les réseaux sociaux. Oui, c'est juridiquement. Le Monde, oui. Non, mais là, je suis d'accord. Bon, pour moi, le réseau, c'est un outil de propagation de quelque chose. Ben, C'est un outil. Oui. Comme était le papier, moi je suis d'une fille où est né Renaudot. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que Stéphane Renaudot, on dit qu'il a créé le premier média papier. Donc, il a utilisé Gutenberg, a inventé l'imprimerie, et il a utilisé le papier pour de l'information. C'est un outil. Non, c'est pas qu'un outil en fait. Parce que le réseau social va décider de ce que vous voyez quand vous le voyez, par exemple. Vous voyez ce bien? Ça va décider de la visibilité de certaines publications. Ça va décider, donc c'est pas tout à fait anodin, ça c'est un choix éditorial. Dire ça c'est visible et ça l'est pas, c'est la base du travail journalistique. C'est de dire je hiérarchise l'information. Qu'est-ce que font les algorithmes? Ils hiérarchisent l'information. À partir du moment où on reconnaît ça, on dit vous avez une responsabilité éditoriale. Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pas que technique en fait. Voilà. Quand ils décident de ce que vous voyez dans votre fil d'actualité, c'est pas que technique en fait. Le problème il est là quand même. Et eux se dédouanent totalement en disant non, nous on fait juste remonter des informations autour de vos choix et de vos critères. Et c'est là où il y a ambiguïté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je lisais la charte du journaliste. C'est le SNJ? Non, mais je vois, ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge quand on voit comment certains journaux télévisés et certains journaux se permettent, je veux dire, de livrer à la vindicte populaire des gens qui sont présumés innocents, ça fait réfléchir. Moi, je me pose la question aussi du rôle de l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, alors vous avez montré les agrégateurs, etc. Je me demande même, puisqu'on critique beaucoup les étudiants qui font appel intelligemment à l'intelligence artificielle pour produire leur devoir, c'est même autorisé à hauteur de 40-60% sous l'université. Et maintenant, les journalistes aussi, qui ne posent plus leurs articles. Ils posent des questions, ils vont chercher des agrèges. Vérifie-t-il? Je ne sais pas. Alors je me demande quelle est l'information poussée par un certain humain versus l'information produite par de l'intelligence. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que la profession est en train de se structurer. Il y a des chartes IA qui commencent à être rédigées de la même manière qu'il y a ces chartes-là. Un certain nombre de journaux, un certain nombre de médias vont rédiger des codes d'usage de l'IA. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Par contre, ils vont essayer, comme tout en fait. On ne peut pas l'empêcher. Donc on va essayer de le réguler, de l'encadrer. Donc un certain nombre de médias ont déjà rédigé des chartes d'usage des journalistes en disant soit on va afficher quand il y a une utilisation de l'IA pour les lecteurs, de quelle manière on va l'utiliser, soit on va pas. Le Monde a été un des premiers à signer avec OpenAI sur l'utilisation de ChatGPT en ouvrant la totalité. Ça a fait hurler tous les médias en France. Le 10, c'était vous avez ChatGPT au Monde, voilà, et puis on ouvre nous toute notre archive du Monde, je ne sais pas si vous voyez par exemple, pour entraîner ChatGPT à écrire des articles. Donc voilà, c'est. Donc là-dessus, la profession peut-être à la fin ici la manche sur laquelle les tests, ça ne peut pas.
articles qui paraissent dans la presse, comme le label, par exemple, sans OGM, article réalisé sans Leur produit, leur produit. Ils sont en train de réfléchir à ça. Comme il y a les publics reportages, ils doivent être signalés. Ils sont en train de réfléchir à ça, effectivement. Mais là, c'est tellement nouveau que tout le monde est en train de se positionner, personne n'est clair avec ça. Et puis, n'oubliez pas une chose, qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas rentable. On dit ça. C'est déjà, elle n'est pas rentable pour l'instant. Ça coûte des fortunes, les intelligences artificielles. Aujourd'hui, on vous la donne gratuitement. Pourquoi? Pour développer les usages et tout le monde s'amuse. Mais pour l'instant, si demain il faisait payer les IA, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arriveraient à l'utiliser, parce que ça coûte des fortunes. En serveur, en stockage de données, c'est très rentable. Donc pour l'instant, il n'est pas prouvé que ce sera rentable. Quand les sociétés qui font les levées de fonds, là, vont dire, bon, maintenant, on commence à faire payer. Donc peut-être ça va un peu calmer tout le monde dans quelques temps. Là, c'est un peu l'hystérie, c'est toujours comme ça dans le phénomène. D'abord, on s'excite après. Oui, il me semble que vouloir réguler la production de l'information est quelque chose, c'est une belle initiative, mais ça me paraît complètement illusoire. Dans la mesure où on peut produire toutes les chartes qu'on veut, on peut laisser des labels. Même si les journalistes sont très pro, vous l'avez dit, le fact-checking, ça coûte quand même de l'argent. Donc aussi les enjeux, par exemple, il y a les conditions de travail. Voilà, il y a les conditions de travail. Et même si on met les moyens, c'est que les journaux, ils ont tous une ligne éditoriale qui est plus ou moins orientée. Voilà, c'est pas une information n'est pas que vraie ou fausse, il y a aussi une manière de la présenter, un angle d'attaque qui peut être différent et tout aussi valable, voilà, selon les regards de certains ou les restes. Vous avez parlé des politiques, ils ne sont jamais complètement impartiaux, parce qu'il y a aussi quelques enjeux, voilà. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, où là, aller se fighter avec les GAFAM, quand on est devant des enjeux financiers qui sont juste titanesques, un peu colossaux. On arrive avec nos normes, avec nos standards, je pense que ça va être compliqué. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a des milliards d'humains sur Terre, et des milliards de journalistes sur les réseaux sociaux. En gros, c'est ça qui produit l'information. Donc, pour moi, le seul levier, le véritable levier, le seul que je vois moi, c'est vraiment l'éducation que nous fait. Je regrette d'apprendre qu'effectivement, aujourd'hui, le peu de cours qu'ils avaient, on a tendance à les supprimer, mais voilà, c'est leur donner des outils pour qu'ils soient capables de développement de l'esprit. Et ça me paraît vraiment être la clé. Mais n'oubliez pas que ça aussi, ça demande un peu des moyens. Ah, mais... Notre université est en déficit cette année de 8 millions d'euros. Mais ça sera jamais financé par le GAFA. Voilà, non, c'est sûr. Mais j'espère pas. C'est peut-être pas plus mal. Mais je pense que s'il y a un levier à retenir, pour moi, c'est sûr. Il y a une petite équipe qui travaille là-dessus, je ne sais pas si vous le savez sûrement d'ailleurs. Cette petite équipe, c'est l'esprit éthique. Oui. Et ils sont en train de faire un parcours qui s'appelle Cogito. Ils ont levé un certain nombre de fonds. 2 millions. Oui, pour justement essayer de développer cet esprit éthique pour tout le monde. Et en particulier, ils souhaitent l'intégrer à l'école. Alors, est-ce que vous avez des informations là-dessus? J'ai beaucoup esprit critique, je connais très bien l'esprit critique, simplement, attention, sa formation, il la vend. Oui, mais oui, non, mais son métier, c'est formateur, il n'est pas, voilà. Ils sont mis à travailler. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas prendre les éducation nationale, comme ça, voilà. Et puis, donc, parce qu'ils la vendent, vous l'achetez pas. Ah ben, nous, on n'a pas le droit, l'université, on fonctionne avec l'argent public, mais on n'a pas le droit d'acheter les prestations que nous, on est censé acheter. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter de la formation puisque c'est notre métier. Donc, légalement, on n'a pas le droit. Donc, il ne pourra pas la vendre à l'éducation nationale. Mais pour les jeunes, c'est accessible, ce serait bien que ce soit le plus accessible sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là qu'il a créé le Oui. Je n'ai pas une question, mais une information. Vous avez mentionné donc le JTI pour, voilà, comme acteur de référence, de contre-pouvoir de label. Moi, j'ai fait comme les jeunes, j'ai été demandé à Google s'ils connaissaient JTI. Je ne connais pas. Et celui qui connaissait, Japan Tobacco International. C'est intéressant. Sur les territoires entiers, c'est sûr qu'il
ne connais pas. Et le plus fort, c'est que ChatGPT ne connaît pas non plus, tu connais le maire. Mais Reporters sans frontières, quand même, pourtant, c'est eux qui portent le projet. Vous voyez, c'est pas... Mais je suis d'accord, un label qui n'est pas visible, ça sert à rien. Et il y en a un autre, c'est le conseil scientifique. un mandataire de justice, j'ai encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais bien sûr. Merci beaucoup.